Ma sœur m'a marqué avec un fer rouge brûlant. Mon père l'a ordonné et ma mère m'a tenu. Les ordures doivent être marquées, dit-il. Je n'ai pas pleuré. J'ai transformé leur vie en enfer et je leur ai même enlevé jusqu'à leur nom de famille. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant commençons notre histoire ensemble. Il y a des cicatrices qui racontent des histoires d'accidents, de jeux d'enfants qui ont mal tourné. Elles sont comme des médailles décolorées d'une vie déjà vécue. La mienne, ma cicatrice, ce n'est pas une histoire, c'est une sentence gravée au fer et avec méchanceté sur la courbe de ma hanche. Ce n'est pas une ligne droite ni une forme abstraite, c'est un monogramme. Les 2 lettres qui gouvernaient mon monde. Famille Alcozé. À 32 ans, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je suis devenu, cette marque reste la carte de mon origine. Les nuits d'hiver, quand le froid passe par la fenêtre, parfois elle brûle avec une chaleur fantôme et l'odeur de ma propre chair brûlée revient à moi, aussi nette que si cela venait d'arriver. La nuit où j'ai reçu cette sentence, j'avais 18 ans. Je vivais dans une maison qui n'était pas un foyer, mais une vitrine. Chaque meuble était à sa place parfaite. Chaque surface brillait sous une couche de cire et le silence était si épais qu'on pouvait le couper au couteau. Dans cette maison, j'étais la pièce la moins précieuse de la collection. La fille terne, la note fausse dans la symphonie de perfection qu'était ma sœur Regina. Elle était le soleil incandescent, moi, le satellite gelé condamné à tourner dans son ombre, invisible pour presque tous. Mais cette nuit-là, mon invisibilité fut ma clé. Mon père, Arturo Alcozé, était un homme de secret et de routine. Son bureau était son sanctuaire, un endroit interdit pour moi. Mais il était parti à un dîner d'affaires et ma mère était dans son club social. Je cherchais un vieux livre de poèmes de ma grand-mère, la seule personne dans cette famille qui m'avait regardé un jour avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Alors que mes doigts parcouraient les dos en cuir des livres, j'en trouvai un légèrement déplacé. Derrière, il y avait un panneau de bois qui céda sous une légère pression. Mon cœur commença à battre fort. À l'intérieur se trouvait un petit compartiment secret, et dedans une pochette en cuir de crocodile. La curiosité, on m'avait appris que c'était un vice. Pour moi, ce fut mon salut et ma condamnation. Dans la pochette, il n'y avait pas de testament ni de lettres compromettantes. Il y avait quelque chose de beaucoup plus simple et mortel. Des livres de comptes. 2 ensembles complets. Le premier, officiel, détaillait les activités de la fondation de la famille Alcozé, une organisation caritative qui était la fierté de ma mère. Il montrait des dons généreux et des dépenses modestes pour des œuvres de charité. Le deuxième ensemble racontait la véritable histoire. La fondation était une machine à blanchir de l'argent à grande échelle. Il détaillait des pots de vin à des politiciens, des extorsions, des projets immobiliers frauduleux. Notre château de marbre était construit sur un marécage de crimes. Ma première réaction fut une nausée glaciale. La petite fille en moi, celle qui voulait encore croire à la bonté de ses parents, refusait de l'accepter. Ça doit être une erreur, me répétais-je, une sorte de protection contre un ennemi, une stratégie d'affaires que je ne comprends pas. Avec cette stupide espérance, je descendis les escaliers, serrant la pochette comme si c'était une bombe prête à exploser. Je les trouvai dans le grand salon. Ils étaient revenus plus tôt que prévu. La scène était un portrait d'opulence tranquille. Mon père lisait le journal financier près de la cheminée allumée. Ma mère, Martha, essayait un collier de diamants devant un miroir, et Regina, parfaite comme une poupée de porcelaine, était allongée sur le canapé en feuilletant un magazine de mode. « Papa !» Ma voix fut à peine un murmure. Tous levèrent les yeux. Mes interruptions étaient si rares qu'elles causaient toujours un petit choc. « J'ai trouvé ça dans ton bureau. »« Je ne comprends pas. » Arturo baissa le journal. L'expression de ses yeux changea en un instant. L'ennui condescendant fut remplacé par un froid polaire qui me brûla de l'intérieur. Il ne demanda pas ce que je faisais dans son bureau. Il ne nia rien. Il me regarda simplement comme un entomologiste regarde un insecte qu'il vient de découvrir. Il échangea un regard avec ma mère, une communication silencieuse et terrible. Martha posa le collier et son visage se durcit, devenant un masque de mépris. Regina ferma lentement le magazine et ses lèvres dessinèrent un sourire mince et impatient. Le sourire de quelqu'un qui attend un spectacle. « Il y a des choses, dit mon père, sa voix dangereusement calme en se levant,
que les créatures inférieures n'ont pas besoin de comprendre, seulement d'obéir. Avant que je puisse comprendre ces mots, ma mère bougea. C'était une femme mince, mais elle se jeta sur moi avec la force d'une prédatrice. Elle m'arracha la pochette des mains et me gifla si fort que je tombai à genoux sur le tapis perçant. « Insolente! Comment oses-tu espionner ton père » siffla-t-elle. « Ah tiens là » ordonna Arturo. Martha m'attrapa par les cheveux et me jeta au sol, mettant tout son poids sur mon dos. Je luttais, mais c'était inutile. « Regina » dit mon père, sa voix celle d'un juge qui prononce une sentence. « Le marqueur. Apporte-le. » Un frisson de terreur pure me traversa. Le marqueur était son trophée le plus précieux, un ancien fer de marquet venant du domaine de mon grand-père. Il le gardait suspendu au-dessus de la cheminée, une relique brutale d'un temps de maître et de serviteur. Regina se leva avec une grâce féline, ses yeux brillant d'un cruel extase. Mon père prit le fer et, sans hésiter, enfonça la pointe avec les initiales, FA, dans les braises incandescentes de la cheminée. Je regardais, paralysé par l'horreur, le métal sombre commençait à briller. Passant du rouge cerise à l'orange éclatant, l'air autour de moi devint brûlant. Il y a des leçons qui ne s'apprennent pas avec des mots, Lucia, dit mon père, sa silhouette découpée par le feu. Il y a des leçons qui doivent être gravées dans la chair. Voici la leçon de la loyauté et du prix de la trahison. Regina prit le fer avec un gant de cuir, s'agenouilla à côté de moi. La chaleur qui s'en dégageait était comme un être vivant. Elle me brûlait le visage. Mes larmes s'évaporaient avant de pouvoir tomber. Je la regardai dans les yeux dans une dernière et pathétique supplique. Je vis la petite fille avec qui j'avais joué, la sœur qui parfois, rarement, m'avait défendu contre d'autres enfants. Mais cette fille n'était plus là. À sa place, il y avait une étrangère, une bourreau. « Tu as toujours été une petite cafard rampant dans les coins », me murmura-t-elle, son souffle doux et empoisonné. « Il est temps qu'on te mette ta marque. » Et alors, d'un geste fluide, elle pressa le fer rouge brûlant contre la peau de ma hanche. Le monde se désintégra en un univers de douleur blanche. Mon cri fut un son primitif, animal, étouffé presque aussitôt par la main de ma mère sur ma bouche. L'odeur de ma propre chair carbonisée remplit mes poumons et mon âme. Alors que les convulsions de douleur secouaient mon corps, ma mère se pencha et me murmura à l'oreille, ces mots s'imprimant dans mon cerveau avec la même permanence que le fer sur ma peau. Ceci est la marque des déchets. Pour que jamais, jamais tu n'oublies ce que tu es. La douleur ne disparut pas. Elle se transforma d'une explosion blanche en une marée rouge et lancinante qui montait et descendait avec chaque battement de mon cœur. Ils me laissèrent là, au sol, recroquevillé, tremblant de manière incontrôlable. Le luxueux salon, avec ses œuvres d'art et ses meubles en acajou, s'était transformé en ma chambre de torture personnelle. À travers le brouillard de l'agonie, je les entendais parler à voix basse. Il n'y avait pas de panique dans leur voix, seulement une froide efficacité. Ils géraient un problème. J'étais le problème. 1 heure plus tard, ou peut-être un siècle, arriva le docteur Benitez. Il n'entra pas avec l'urgence d'un médecin face à une urgence, mais avec la discrétion d'un associé arrivant à une réunion confidentielle. Sa mallette en cuir ressemblait à un cercueil en miniature. Il évita de me regarder dans les yeux pendant qu'il coupait les vêtements brûlés collés à ma peau. Son toucher était professionnel, mais dépourvu de toute compassion. C'était comme s'il traitait un morceau de viande, pas une fille de 18 ans qu'il connaissait depuis bébé. Une brûlure du 3e degré. Très profonde, murmura-t-il, plus pour mon père que pour moi. Il faudra des antibiotiques forts pour éviter l'infection. Il nettoya la plaie avec une compresse qui me donnait l'impression de papier de verre sur ma chair vive. Chaque frottement était une nouvelle vague de nausées et de douleur. Il appliqua une pommade épaisse et froide et me couvrit d'un pansement. Pendant qu'il rangeait ses instruments, il me parla enfin. « Écoute-moi attentivement, Lucia, dit-il d'une voix basse et sans inflexion. Tu as eu un terrible accident. Tu as trébuché et tu es tombé contre la grille de la cheminée. Tu étais dans un état de grande agitation émotionnelle. Tu as eu une crise d'hystérie. » Il fit une pause, s'assurant que je l'écoutais. « Si jamais tu racontes une autre version, n'importe quelle autre version, ton père a déjà consulté 2 psychiatres qui sont prêts à signer un diagnostic de paranoïa et de tendance autodestructrice. On t'internera dans un sanatorium privé d'où tu ne sortiras pas de sitôt, j'ai été clair. » La menace était si précise, si clinique, qu'elle me coupa le peu de souffle qui me restait.
Ce n'était pas seulement la douleur physique qu'il m'avait infligée, c'était un échec existentiel. Il m'avait enlevé ma voix, ma vérité. J'acquiesçais, les larmes silencieuses traçant des chemins chauds sur mes tempes. Les jours suivants furent une leçon de cruauté psychologique. La vie dans la maison continua avec une normalité glaçante. Ma famille prenait le petit déjeuner ensemble, commentait les informations, faisait des projets pour le week-end, agissait comme si je n'existais pas, ou pire, comme si la chaise que j'occupais était vide. Si un gémissement de douleur m'échappait quand je bougeais, ma mère me lançait un regard d'agacement. Arrête d'attirer l'attention, Lucia. L'auto-apitoiement, c'est tellement vulgaire. Je devins prisonnière dans ma propre maison. Il m'était interdit d'utiliser le téléphone ou l'ordinateur. Une des employées, fidèle à mes parents, m'apportait la nourriture dans ma chambre et fouillait mes affaires quand j'étais aux toilettes. Mais dans cette cellule de luxe, mon esprit fut libéré pour travailler. Le désespoir se transforma en moteur. La petite fille effrayée mourait et, à sa place, grandissait quelque chose de dur et de tranchant. Je commençai à observer. À écouter, à feindre. Je fis semblant d'une soumission totale. Je gardai la tête baissée. Je répondis en monosyllabes. Je les laissai croire qu'ils m'avaient brisé. Et pendant qu'ils baissaient leur garde, satisfaits de leur victoire, je planifiais. J'ai remarqué que le mardi matin une équipe de jardiniers travaillait à l'arrière de la propriété et que le camion de l'entreprise de paysagisme entrait et sortait par la porte de service sans beaucoup de contrôle. Et j'ai remarqué qu'une des employées les plus récentes, une jeune fille timide, laissait souvent son uniforme dans la buanderie. Une nuit, dans un acte de rébellion silencieuse, je me traînais hors du lit et, en boitant, j'allais à la cuisine. Je savais où ma mère cachait les bijoux d'urgence. Avec une épingle à cheveux, je forçai la serrure du petit tiroir. À l'intérieur, je pris une paire de boucles d'oreilles en diamant. Elles étaient petites, mais précieuses. Elles allaient être mon capital initial. Le mardi suivant, je me réveillai avant l'aube. La douleur à ma hanche me rappelait sans cesse ce qui était en jeu. Je mis l'uniforme de l'employé que j'avais pris dans la buanderie. Je couvris mes cheveux d'un foulard. J'attendis en écoutant le bruit du camion des jardiniers qui arrivait. Pendant que ma famille prenait son petit déjeuner sans se douter de rien, je glissais par les couloirs de service. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Chaque craquement du plancher sonnait comme une détonation. En arrivant à la porte arrière, je vis une silhouette attendre dans l'ombre du jardin. C'était Donia Elvira. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Nous ne disâmes rien. Elle me mit simplement une enveloppe gonflée dans la main. C'est toutes mes économies, ma petite, chuchota-t-elle. Et puis elle me donna un objet enveloppé dans un foulard de soie. Ceci, ta mère l'a pris à la femme de son premier associé. Là elle a dit que c'était une compensation. Moi, je dis que c'était un vol. Je dépliai le foulard. C'était une magnifique montre en or avec une petite inscription au dos. Pour Elena, avec amour éternel, Roré, c'était une preuve, une piste. Va-t'en loin. Sois intelligente. Ne les laisse pas te détruire, me dit-elle en me poussant doucement vers la porte. Maintenant va-t'en. Je sortis dans l'air frais du matin et, sans boiter, je marchai vers l'arrière du camion des jardiniers. Je montai dans la benne en me cachant derrière des sacs de terre et des outils. Personne ne remarqua la fille en uniforme. Personne ne vit la prisonnière s'échapper. Quand le camion démarra et sortit par les grandes portes en fer forgé, je ne regardai pas en arrière. L'exil avait commencé. La liberté sentait l'essence et la terre humide. Accroupi à l'arrière de ce camion, chaque bosse de la route était une décharge dans ma hanche et un rappel que je n'étais plus dans la cage dorée. Quand le camion s'arrêta à un feu à plusieurs kilomètres de ma vie d'avant, je sautai et courus pour me perdre dans l'anonymat de la ville. La première chose que je fis fut d'aller dans un mont-de-piété dans un quartier sordide. Je vendis les boucles d'oreilles de ma mère pour une fraction de leur valeur. Ensuite, avec l'argent en poche, je pris un bus de nuit pour une ville dont je ne connaissais que le nom. C'est ainsi que commença ma décennie dans le désert. Je me rebaptisai. Lucia Alcosé fut déclarée morte en moi. À la place naquit Elena Rio, une femme dont l'histoire commençait à cet instant précis. Elena n'avait pas de famille, pas d'amis, rien d'autre que l'enveloppe avec les économies de Donia Elvira et une haine si pure et concentrée qu'elle devint le carburant qui me maintenait debout. Les premières années furent une leçon d'humilité et de dureté. Je découvris ce qu'était la vraie faim, le froid qui te ronge les os, l'invisibilité de celui qui n'a rien.
Je lavais les sols collants des cuisines de restaurants où l'odeur de la friture s'imprégnait dans mes cheveux et mes vêtements. Un jour, le patron, un homme en sueur et à la laine fétide, m'enferma dans le stock. Là, un petit service contre un peu plus d'argent, joli, dit-il en essayant de me toucher. Je ne criais pas. Je le regardais avec une telle froideur, un tel vide dans les yeux, qu'il recula. « Tu n'as rien que je veuille, lui dis-je. Et cette nuit-là, pendant que je faisais la vaisselle, je ressentis une force étrange. L'humiliation ne m'avait pas affaibli, elle avait trempé mon acier. Je servais des cafés à des cadres qui parlaient de millions et me laissaient une misère de pourboire. Je nettoyais les toilettes de bureaux de luxe la nuit, regardant à travers les portes vitrées les vies que j'aurais pu avoir. Chaque jour était une lutte, mais aussi une leçon. J'appris à lire les gens, à détecter la faiblesse derrière l'arrogance, le mensonge derrière le sourire. L'argent de Donia Elvira est celui que je gagnais avec mes multiples boulots, je ne le dépensais pas en luxe. Mon seul luxe était l'éducation. Pendant que la ville dormait, j'étudiais. Je me connectais à Internet dans les bibliothèques publiques et les cybercafés, je dévorais des cours en ligne. Comptabilité légale pour apprendre à suivre la trace de l'argent sale. Droit commercial pour comprendre les armes qu'utilisent les riches. Cybersécurité pour apprendre à ouvrir les portes qu'ils ferment à clé. Programmation pour construire mes propres outils. Je me souviens d'une nuit à 3 heures du matin dans mon minuscule appartement entouré de manuels d'occasion. Je luttais avec un concept compliqué de produits dérivés financiers et soudain, tout fila. Je compris. Je vis comment on pouvait utiliser cet instrument pour dissimuler des bénéfices, pour créer des pertes fictives. Je ne ressentis pas de joie, je ressentis du pouvoir. Le pouvoir de la connaissance. Cette nuit-là, je sus que j'y arriverais. Ce n'était pas seulement un rêve de vengeance, c'était un projet. Je construisais une arme pièce par pièce et cette arme, c'était moi-même. Après des années d'économie, j'obtins un poste subalterne comme assistante administrative dans un petit cabinet d'avocats. J'étais la fille invisible qui rangeait les dossiers et préparait le café, mais je ne classais pas les documents, je les dévorais. Je lisais les affaires, j'apprenais les stratégies, je voyais comment les batailles juridiques se gagnaient et se perdaient. Puis j'obtins un poste en comptabilité dans une entreprise de logistique. Là, j'appris l'art de la double facturation, des envois fantômes, de faire disparaître la marchandise et l'argent dans les airs. J'assistais à la Université du crime en gants blancs et j'étais une excellente élève. Toutes les informations que je collectais, chaque leçon apprise, allaient sur un disque dur chiffré que je cachais sous une lame de plancher. Là, l'empire Alcosé était en train d'être démantelé numériquement. J'avais des organigrammes, des analyses de leurs investissements, des profils psychologiques de leurs dirigeants. Je connaissais mon ennemi mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Un après-midi, dans la salle de repos de mon travail sans intérêt, j'ai vu un magazine sur le bureau. La couverture m'a sauté au visage. C'était Regina. Son sourire était plus éclatant que jamais. Le titre annonçait ses fiançailles avec Alejandro de la Vega, unissant deux des dynasties les plus puissantes du pays. La voir là, au sommet du monde, si heureuse et si impunie, n'a pas réveillé l'ancienne douleur. Cela a réveillé le prédateur que j'avais cultivé pendant 10 ans. La phase d'apprentissage était terminée. La phase de chasse était sur le point de commencer. On ne fait pas une guerre avec un seul soldat. Ma haine était mon armure et ma connaissance était mon épée, mais j'avais besoin de lieutenants. J'avais besoin des autres fantômes que mon père avait créés, des âmes en peine qui, comme moi, avaient été dépouillées et abandonnées. J'avais besoin des dépossédés. Ma première cible fut le licencié Roman Moral. Je me souvenais de son nom à cause des conversations chuchotées de mon père. Moral avait été sa némésie, un avocat brillant qu'il avait presque coincé dans une affaire de fraude des années plus tôt. Mon père n'avait pas seulement gagné l'affaire, il l'avait anéantie. Il avait utilisé son pouvoir pour fabriquer un scandale, accusant Moral d'avoir soudoyé un témoin. Il lui avait arraché sa licence, sa réputation et son cabinet. Il l'avait transformé en paria. La tâche pour le retrouver m'a pris des semaines. Je l'ai finalement localisé dans la pénultième, un bar du centre historique qui ressemblait à un purgatoire qui sentait la tequila. Il était exactement comme je l'avais imaginé, voûté, avec une barbe de plusieurs jours et des yeux qui avaient trop vu et ne voulaient plus rien voir. Je me suis assise sur le tabouret à côté de lui. Le barman m'a regardé comme si je m'étais trompé d'endroit. J'ai commandé une eau minérale. Moral n'a même pas levé les yeux. Licencié Moral, ai-je dit.
Il a laissé échapper un rire sec, un son comme des feuilles mortes. Cet homme est mort depuis longtemps, señorita. Maintenant, vous parlez à son fantôme. Un fantôme, c'est exactement ce qu'il me faut, ai-je répondu. Je veux vous parler d'un ennemi commun. Arturo Alcozé. En entendant le nom, sa main a légèrement tremblé en soulevant le verre. Il m'a regardé pour la première fois. Ses yeux étaient des ruines, mais au fond j'ai vu une braise d'intelligence qui refusait de s'éteindre. Alcozé est un dieu dans cette ville. Aller contre lui, c'est du suicide. Rentrez chez vous, petite. Je ne suis pas une petite, lui ai-je dit, en baissant la voix. Je suis l'une de ses créations. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de curiosité. Je l'ai invité à sortir du bar. Dans l'allée sombre et malodorante à côté, sous la lumière vacillante d'un néon, j'ai soulevé ma blouse. La cicatrice, blanchie par le temps, était impossible à confondre à la lumière de la lune. Moral en a eu le souffle coupé. Il s'est approché, ses yeux d'avocat examinant la preuve. J'ai vu l'apathie tomber de lui comme une vieille peau, remplacée par une fureur glacée que j'ai reconnue immédiatement, parce que c'était le reflet de la mienne. Ce fils de... a-t-il murmuré. Que attendez-vous de moi? Je ne veux pas votre compassion, licencié. Je veux votre cerveau. Je veux votre connaissance du droit. Je veux que vous soyez mon arme juridique. Nous sommes rentrés dans le bar. J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur, il n'y avait pas de supplication. Il y avait un plan, une analyse détaillée des failles juridiques de l'Empire Alcozé. Il m'a regardé autrement. Je n'étais plus une victime, j'étais une commandante qui recrutait son général. Je vous offre l'occasion de récupérer votre honneur et de détruire l'homme qui vous l'a pris. En échange, je veux votre loyauté absolue. Il a accepté. Son premier conseil fut de contacter Ricardo Vega. Vega avait été le cofondateur de la première entreprise de mon père. Ils étaient comme des frères jusqu'à ce qu'Arturo le trahisse en gardant tout et en le laissant en faillite. Ricardo vivait maintenant dans un exil auto-imposé, amer et paranoïaque. Moral m'a averti que ce serait difficile. Ricardo fait confiance aux gens autant qu'une poule fait confiance à un renard. Il m'a fallu un mois pour obtenir un rendez-vous. Il a insisté pour que ce soit sur un banc de parc à midi, avec des gens autour. C'était un homme à l'air fatigué, avec des yeux qui n'arrêtaient pas de bouger, scrutant tout le monde. Je lui ai expliqué qui j'étais et ce que je voulais. Il a refusé net. J'ai déjà perdu une vie à me battre contre ce démon. Je ne perdrai pas celle qui me reste. Je ne vous demande pas de vous battre, lui ai-je dit. Je vous demande de me donner la carte de la forteresse. Vous connaissez les passages secrets, les faiblesses structurelles. Vous savez où il a caché les corps, au sens figuré. Je lui ai proposé un accord que Moral avait conçu. Un contrat juridiquement contraignant qui lui garantissait 30% de tous les actifs que nous récupérerions à Arturo et que l'on pourrait rattacher à son entreprise d'origine. Il a hésité. L'argent était tentant. Mais c'est autre chose qui l'a convaincu. Il ne m'a pas seulement volé mon argent, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Il m'a volé mon nom, mon avenir. Je sais ce que ça fait. Ce n'est pas seulement pour l'argent, monsieur Vega. C'est pour la justice, la nôtre. Il a vu la vérité dans mes yeux. Il a vu une alliée, pas une chef. Il a vu un instrument pour sa propre et ardente vengeance. D'accord, dit-il, d'une voix à peine plus qu'un murmure. Je vous dirai par où commencer. Il y a un homme qu'Alcozé craint plus que... L'inaudible. L'armée était au complet. Nous étions un trio de dépossédés, un avocat déchu, un entrepreneur trahi et une fille marquée. Nous étions les fantômes du passé d'Arturo Alcozé et nous étions revenus pour le hanter. Avec mon équipe de généraux de l'ombre déjà formée, l'étape suivante était d'établir une ligne de communication directe avec le quartier général ennemi. J'avais besoin d'une taupe, quelqu'un qui me fournisse des informations de l'intérieur, mais plus important encore, j'avais besoin d'une pièce à déplacer sur l'échiquier pour créer du chaos et des distractions. La candidate idéale était douloureusement évidente, Sofia, celle qui avait été autrefois ma meilleure amie. Notre amitié ne s'était pas brisée par une dispute, mais par le lent goutte à goutte de l'abandon après ma crise nerveuse. Je savais, grâce à mes recherches, que sa famille traversait des moments difficiles. Son père avait fait une série de mauvais investissements et maintenant ils vivaient sur les apparences, vendant discrètement leurs biens pour maintenir leur statut au country club.
Sofia était piégée dans une cage d'orgueil et de ressentiment. Elle désirait la richesse et l'influence que représentait ma famille, ce qui la rendait vulnérable et, pour mes objectifs, parfaitement corruptible. Je l'ai contactée avec un email soigneusement rédigé depuis un nouveau compte, en utilisant mon ancien nom. Je me suis présenté comme une Lucia repentante. Une femme qui avait passé une décennie en thérapie à guérir et qui cherchait maintenant à fermer de vieilles blessures. Je l'ai invitée à prendre un café dans un endroit neutre et discret. La femme que j'ai trouvée était une version plus dure et plus fatiguée de la fille dont je me souvenais. Elle portait des vêtements de designer, mais on voyait que c'était des saisons passées. Son sourire était brillant, mais n'atteignait pas ses yeux, qui évaluaient mon apparence avec une rapidité calculatrice. J'ai lancé mon jeu. J'ai pleuré. Je lui ai parlé de ma solitude, de mon regret de l'avoir éloignée. Je lui ai raconté une version très éditée de mon effondrement, peignant ma famille comme stricte et surprotectrice, et moi comme une jeune femme confuse qui n'avait pas su gérer la pression. Sofia avalait chaque mot. La compassion qu'elle m'a montrée était superficielle, mais l'opportunité qu'elle a vue dans mes yeux était réelle. Être la confidente d'une héritière alcoosée, être le pont pour une réconciliation familiale, c'était le billet de retour vers la relevance sociale qu'elle désirait tant. Elle m'a prise dans ses bras, m'a dit qu'elle avait toujours été mon amie et qu'elle m'aiderait autant qu'elle le pourrait. Le piège était tendu. Au cours des semaines suivantes, je l'ai cultivé. Je l'appelais pour lui demander des conseils sans importance. Je l'interrogeais sur des personnes en commun. Elle, de son côté, me donnait de petites pilules d'informations sur ma famille. Regina était stressée par les préparatifs du mariage. Ma mère organisait un nouveau gala de charité. Mon père était furieux à cause d'une affaire qui avait mal tourné. Chaque information qu'elle me donnait, je la connaissais déjà par mes propres sources, mais je faisais semblant de gratitude et de surprise. Je la conditionnais pour qu'elle se sente indispensable. Alors, quand j'ai senti que l'hameçon était bien planté, j'ai lancé l'appât. Je l'ai appelée un soir en prenant une voix tremblante et conspiratrice. Sofia, je ne sais plus à qui faire confiance. J'ai découvert quelque chose qui pourrait tout détruire. C'est à propos d'Alejandro, le fiancé de Regina. Je fis une pause dramatique. Il a un enfant secret d'une relation précédente. J'ai des preuves irréfutables, des photos, un certificat de naissance, tout. Je ne sais pas quoi faire. Si je le dis à Regina, je la détruirai. Si je ne le fais pas, je la laisse épouser un menteur. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Je pouvais la visualiser, ses yeux grands ouverts, son esprit allant à toute vitesse en calculant les possibilités. Je lui avais remis une arme nucléaire. Je vais faire quelque chose de risqué, ai-je continué comme si ça venait juste de me venir à l'esprit. Au dîner de fiançailles, la semaine prochaine, je vais glisser une copie anonyme des preuves dans le sac du père d'Alejandro. C'est un homme d'honneur. Il saura quoi faire. C'est la seule façon de protéger Regina sans qu'elle sache que ça vient de moi. Lucia, c'est de la folie, dit sa voix, un mélange de fausse alarme et d'une excitation à peine contenue. Ça peut très mal tourner. Laisse-moi y réfléchir. Il y a peut-être une meilleure façon. Ne fais rien pour l'instant. Je savais qu'elle n'attendrait pas. Je savais que la tentation d'être l'héroïne, de sauver la puissante famille alcoosée et de gagner sa gratitude éternelle serait trop forte. Et je ne me suis pas trompé. Moins de 24 heures plus tard, Ricardo me confirma par un contact que Sofia avait demandé une réunion urgente avec Regina. Mon plan était en marche. Ma meilleure amie courait me trahir sans savoir que sa trahison n'était pas un obstacle, mais la pièce centrale de ma stratégie. J'allais utiliser sa déloyauté comme un rideau de fumée pour cacher la véritable attaque. Et quand la fumée se dissiperait, celle qui brûlerait ne serait pas moi, mais ma parfaite sœur. La vanité est un péché, mais c'est aussi une faiblesse prévisible. Et la vanité de ma sœur Regina était légendaire. L'information que Sofia lui apporta n'était pas seulement un ragot croustillant, c'était une affirmation de sa propre importance. Ça lui donnait l'occasion d'être la protectrice, la sage et discrète, la sauveuse de son propre conte de fées. J'imagine la scène, Sofia, avec une gravité répétée, lui révélant la terrible vérité sur Alejandro. Et Regina, après un moment de désarroi fin, prenant le contrôle, ne se serait pas précipitée pour crier sur son fiancé. Ça aurait été vulgaire. À la place, elle aurait orchestré une confrontation intime et dramatique. Elle l'aurait emmené à la bibliothèque, lui aurait servi un cognac et,
les larmes aux yeux, lui aurait raconté la calomnie que sa sœur perturbée prévoyait de répandre. Alejandro, bien sûr, aurait tout nié. L'histoire était une pure invention, mais le résultat fut celui que j'avais prévu. Il ne s'est pas fâché contre Regina. Il s'est senti submergé par sa loyauté, par son courage à le protéger. Elle ne l'avait pas accusé, elle l'avait averti. Cette nuit-là, leur lien ne s'est pas brisé, il s'est solidifié. Regina devint une martyre à ses yeux et moi, la méchante psychopathe qui tentait de détruire leur bonheur. Sofia, de son côté, reçut quelques tapes sur la tête et la vague promesse d'une future récompense. Ils étaient tous très satisfaits d'eux-mêmes, et pendant qu'ils célébraient leur petite victoire dans leur théâtre de mensonges, la véritable bombe était sur le point d'exploser sur une scène bien plus grande, le monde. Javier, le journaliste que Moral avait recruté, était jeune, mais brillant et, surtout, affamé. Je lui avais remis un dossier qui ne contenait pas des fictions, mais des vérités vérifiables et mortelles. Il n'y avait rien qui puisse être démenti. Le matin du dîner de fiançailles, pendant que Regina essayait probablement sa robe, l'article fut publié non pas dans un journal local que mon père pouvait contrôler, mais dans un prestigieux consortium de journalisme d'investigation européen avec un réseau de diffusion mondiale. Le titre était une œuvre d'art de la diffamation précise, l'héritière parfaite, plagiat, mensonge et secret dans le mariage de l'année de la haute société mexicaine. L'article était une boucherie. Il détaillait, avec des comparaisons côte à côte, comment des paragraphes entiers du mémoire de master acclamé de Regina avaient été copiés d'une obscure étude académique, mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal, c'était les preuves de sa liaison avec Gonzalo, le meilleur ami et témoin de mariage d'Alejandro. Ce n'étaient pas des insinuations, c'étaient des dates, des réservations d'hôtels à son nom, des relevés de cartes de crédit avec des frais dans des restaurants intimes, dans des villes où ils étaient censés avoir voyagé séparément. C'était une autopsie médico-légale de son infidélité. La nouvelle a explosé sur Internet. À l'heure du déjeuner, c'était en tendance sur Twitter. Les téléphones de la haute société mexicaine chauffaient. Le dîner de fiançailles s'est transformé en veillée funèbre. Je peux imaginer la scène dans le manoir des de la Vega. Le patriarche, Don Fernando, un homme qui considérait le déshonneur pire que la mort, lisant l'article sur sa tablette, son visage devenant un masque de fureur glacée. La confrontation a dû être épique. Alejandro, confronté à des preuves irréfutables, voyant comment l'ami en qui il avait confiance et la femme qu'il aimait l'avait fait passer pour un idiot. Regina essayant de nier, de mentir, de pleurer, mais ses tours ne fonctionnaient plus. Les mensonges étaient épuisés. Les fiançailles furent rompues ce même après-midi de la façon la plus humiliante possible. Un bref communiqué de la famille de la Vega annonçait que, pour des raisons personnelles, le mariage entre Alejandro de la Vega et Regina Alcozé avait été annulé. Le mot « annulé » était un euphémisme. Elle avait été éradiquée. L'université annonça une enquête immédiate. Les marques de luxe publièrent des communiqués pour prendre leur distance avec elle. Les invitations aux événements se sont évaporées. En moins de 12 heures, Regina passa du statut de princesse héritière à celui de risée du pays. Elle fut dépouillée de son titre, de son fiancé, de son avenir et, pire que tout pour elle, de sa façade de perfection. J'ai observé tout cela depuis mon appartement, en suivant la boucherie sur mon ordinateur portable. Il n'y eut ni champagne ni célébration, seulement le bourdonnement silencieux du serveur et un sentiment d'équilibre retrouvé. La reine, si arrogante sur son trône de mensonges, avait été renversée. Et le roi, son père, était maintenant furieux, humilié et, surtout, complètement distrait. Le champ de bataille était prêt pour l'assaut principal. Le renversement de Regina fut une attaque bruyante et spectaculaire, conçue pour blesser l'orgueil de mon père et déstabiliser son flanc émotionnel. La phase suivante de la guerre, toutefois, serait silencieuse et subversive. L'empire d'Arturo Alcozé reposait sur deux piliers, l'argent et la réputation. J'avais déjà sali sa réputation par l'intermédiaire de sa fille. Il était maintenant temps d'attaquer l'argent, non pas avec un coup de masse, mais avec un poison à action lente. Le poison du doute. Ricardo Vega fut mon principal agent dans cette opération. Bien qu'il eût été expulsé du cercle intime de mon père, il gardait encore des liens avec la deuxième et la troisième ligne du monde financier. Il connaissait les gérants de fonds, les analystes du risque, les vieux entrepreneurs qui avaient vu mon père grimper et qui, en secret, savouraient l'idée de le voir trébucher. Nous avons commencé à semer des graines. Ce n'étaient pas des accusations directes qui auraient pu être retracées et démenties. C'étaient des questions,
des chuchotements soigneusement élaborés et lâchés au vent aux bons endroits. Ricardo tombait par hasard sur un vieux contact dans un club de golf. Et, c'est vrai ce qu'on dit du projet d'Alcosé à Quintana Roo. J'ai entendu dire que les permis environnementaux sont un désastre et que les investisseurs locaux se retirent. Il laissait tomber la graine et s'en allait. Par l'intermédiaire d'un comptable qui devait un service à Morale, nous avons fait passer une question anonyme lors d'une conférence d'investisseurs sur l'étonnant niveau d'endettement qu'une des filiales les moins connues d'Alcosé avait contracté récemment. La question n'a pas reçu de réponse, mais elle est restée en suspens dans l'air. Javier, le journaliste, joua un rôle différent mais tout aussi crucial. Il créa un blog d'analyse financière sous un pseudonyme crédible, le Hibou de Polanco. Il n'y attaquait pas mon père, mais publiait des articles incroyablement détaillés et techniques sur les risques dans l'immobilier de luxe ou sur les nouvelles réglementations concernant les entreprises offshore. Et dans chaque article, il utilisait l'une des entreprises de mon père comme étude de cas anonyme. Considérons une entreprise X avec une structure similaire à celle d'Alcosé Holdings. Les experts du secteur lisaient le blog, reconnaissaient la structure et commençaient à suer à froid. C'était une guerre de guérilla psychologique. Nous étions en train de créer un récit d'instabilité autour du nom Alcosé. Les gens commençaient à se demander si le roi Midas n'était pas en train de perdre son toucher. Les banquiers, qui sont les créatures les plus peureuses de l'écosystème financier, ont commencé à devenir nerveux. Une demande de renouvellement de lignes de crédit, qui autrefois était une formalité automatique, exigeait maintenant des réunions et des garanties supplémentaires. Un partenaire potentiel pour un nouveau projet à l'étranger a repoussé sa décision, en citant l'incertitude du marché. Mon père a senti les secousses. Je le savais grâce au rapport de Ricardo. Il était plus irritable, plus paranoïaque. Il a commencé à convoquer des réunions tard dans la nuit, exigeant de savoir d'où venaient les rumeurs. Il a accusé ses concurrents, ceux de la famille de la Vega, tout le monde sauf le fantôme invisible qui tirait vraiment les ficelles. Au milieu de cette pression grandissante, mon oncle Emilio poursuivait sa performance magistrale. Lors d'une réunion du conseil d'administration d'une des rares entreprises où ils siégeaient tous les deux, Emilio a publiquement proposé un audit externe pour rassurer les investisseurs et faire taire les rumeurs mal intentionnées. Cela semblait être un acte de loyauté, une manière d'aider son frère à nettoyer son nom, mais je savais ce que c'était vraiment. C'était un coup d'échec brillant. Si mon père refusait l'audit, il semblerait qu'il ait quelque chose à cacher, ce qui validerait les rumeurs. S'il acceptait, il donnerait une image de faiblesse, sur la défensive, et en plus il risquait qu'un audit vraiment indépendant trouve quelque chose. Arturo, piégé, a explosé de fureur pendant la réunion, accusant Emilio de douter de lui. La fissure entre les deux frères est devenue visible pour tout le monde. La meute de requins, qui est le monde des affaires, avait senti l'odeur du sang dans l'eau. J'observais tout de loin, en reliant les points sur mon tableau de stratégie. Nous tissions un filet autour de lui, un filet fait de chuchotements, de doutes et de peurs. Chaque fil était presque invisible tout seul, mais ensemble, ils créaient une cage dont il ne pourrait pas s'échapper. Le moment d'attraper tous les fils en même temps approchait. La gala annuelle de la Fondation Alcosé avait toujours été l'événement social de l'année, une soirée où l'élite du pays se réunissait pour se donner bonne conscience à coups de chèques et applaudir la supposée générosité de mes parents. Cette année, cependant, l'événement avait un but beaucoup plus urgent. C'était un énorme exercice de contrôle des dégâts. C'était la tentative désespérée d'Arturo Alcosé de se tenir au milieu d'un tremblement de terre et de déclarer que le sol sous ses pieds restait ferme. Ce serait son grand discours de réaffirmation. Une démonstration de force pour faire taire les rumeurs et prouver que le roi n'avait pas perdu sa couronne. Pour moi, ce serait la scène parfaite pour son exécution publique. Le licencié moral, avec sa ruse juridique retrouvée, a créé une société, fantôme, dans le Delaware. À travers elle, j'ai fait un don anonyme si généreux à la fondation qu'il m'a assuré une table au premier rang. L'ironie était délicieuse. J'utilisais l'argent sale de mon propre père, canalisé par mon organisation, pour acheter ma place à son exécution. Me préparer pour cette nuit-là, c'était comme construire une nouvelle personne. Les cheveux coupés et teints en châtain foncé, une robe de haute couture d'un bleu minuit si profond qu'il paraissait presque noir, élégante mais discrète. Des lunettes à monture fine qui changeaient subtilement la forme de mon visage et, bien sûr, des lentilles de contact grises qui effaçaient toute trace des yeux bruns de Lucia. J'ai engagé un acteur de théâtre en difficulté pour m'accompagner, un homme beau et anonyme qui se ferait passer pour mon partenaire d'affaires suisse. J'étais Elena Rio, une investisseuse européenne,
une femme sophistiquée et impénétrable. En entrant dans la grande salle de l'hôtel, j'ai ressenti une vague de vertige. L'endroit était exactement comme dans mes souvenirs des galas où on m'avait obligé à aller enfant, la brillance des lustres en cristal, le murmure des conversations importantes, l'air épais d'un mélange de parfums chers et de pouvoir. Mais cette fois, je n'étais pas la petite fille invisible dans un coin, j'étais le prédateur qui marche au milieu du troupeau. J'ai vu mes parents. Ils ressemblaient à des statues de cire. Leur sourire était parfait, mais leurs yeux trahissaient l'attention. Ils saluaient, serraient des mains, mais leurs mouvements étaient raides. Ils jouaient un rôle. J'ai vu Madame Isabelle, l'amie de ma mère, chuchoter avec un groupe de femmes, sans doute en train de répandre la version officielle des récents, malheureux événements. J'ai vu mon oncle Emilio se déplacer avec le calme d'un requin, parlant à voix basse avec le ministre des Finances, probablement pour exprimer sa préoccupation pour la stabilité des entreprises de son frère. Mon moment de plus grande tension est arrivé quand j'ai croisé Monsieur Valdivia, un vieil ami de la famille qui me connaissait depuis enfant. Un instant, ses yeux se sont posés sur moi. J'ai vu une étincelle de confusion, comme si mon visage lui semblait vaguement familier. Mon cœur s'est arrêté. Mon accompagnateur, l'acteur, suivant mes instructions, est intervenu immédiatement, attirant l'attention de Monsieur Valdivia avec une question en français sur le vin qu'on servait. Le moment est passé. Le danger avait été évité de justesse. Enfin, le climax de la soirée est arrivé. Les lumières se sont tamisées et mon père est monté sur scène. Le silence a envahi la salle. Tous les regards étaient tournés vers lui. Derrière, l'écran géant attendait pour projeter la vidéo de propagande de la fondation. « Mes chers amis », a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une autorité qui sonnait creux. En ces temps de rumeurs et de malentendus, il est important de se rappeler les fondations sur lesquelles nous bâtissons la famille, l'intégrité, la confiance. C'était le signal que Ravière, mon génie de l'informatique, attendait. L'écran derrière mon père a violemment clignoté. L'image du logo de la fondation a été remplacée par le visage d'une vieille dame, Elena Benitez. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je m'appelle Elena Benitez », dit-elle, sa voix fragile mais claire. « Mon mari a été associé d'Arturo Alcozé. Il nous a tout arraché. Il est mort de chagrin. Cet homme vous parle de charité, mais sa vraie religion, c'est l'avidité. » Un cri étouffé a parcouru la salle. L'image a changé vers un montage animé des livres de comptes secrets, montrant des flèches qui déplaçaient des millions de dollars de la fondation caritative vers des comptes numérotés aux îles Caïmans. C'était simple, visuel et absolument destructeur. Et puis, le coup de grâce. L'écran est devenu noir et un fichier audio a commencé à jouer dans le silence de tombe. C'était la voix de ma mère, enregistrée par le téléphone de Doña Elvira. Bien sûr qu'elle le méritait, essayer de détruire sa propre famille. Cette fille n'a jamais été normale, on entendait ma mère dire avec un ton de mépris tranquille. La marque a été une leçon. Les déchets doivent être marqués pour ne pas contaminer les autres. L'audio s'est arrêté. Le silence qui a suivi était absolu, lourd, comme celui d'une tombe. Mon père était pétrifié, le visage blanc comme le marbre. Ma mère, à sa table, s'était effondrée sur elle-même. Alors, le premier flash d'un appareil photo a brisé le sort, puis un autre, puis encore un autre. Le chaos a éclaté. Les journalistes couraient vers la scène. Les gens se levaient en criant, en pointant du doigt. C'était une panique démoniaque. Depuis ma table, j'ai observé l'implosion. J'ai levé ma coupe de champagne dans un toast silencieux vers l'homme brisé sur la scène. Puis, avec un calme absolu, Elena Rio et ses partenaires suisses se sont levés et ont marché vers la sortie, disparaissant dans la nuit pendant que le monde qu'ils avaient construit brûlait derrière eux. La gala n'a pas seulement été la fin d'une fête, ce fut la fin d'une époque. Le lendemain matin, les images du visage figé de mon père et l'audio de l'aveu de ma mère étaient sur tous les journaux télévisés. Le scandale était si massif, si indéniable, que même toute l'influence d'Arturo Alcozé n'a pas pu le contenir. Les autorités, qui pendant des années avaient détourné le regard, ont été forcées d'agir sous la pression d'un cri public assourdissant. L'arrestation fut un spectacle télévisé. Je les ai vus sortir du manoir, non pas comme les titans qu'ils étaient, mais comme de simples criminels, le visage caché sous les sacs des agents. Mais une chose est une arrestation, et une toute autre est une condamnation. Mon père engagea Fernando de la Cuesta, un avocat connu comme « le magicien », pour sa capacité à faire disparaître les crimes les plus évidents.
Le procès devint l'événement de l'année, un cirque romain moderne où ma vie et ma douleur seraient l'attraction principale. La stratégie de la Cuesta fut aussi brillante que dépravée. Il n'essaya pas de nier les preuves financières, il savait qu'elles étaient irréfutables. À la place, il concentra toute son attaque sur moi. Son objectif était simple, s'il parvenait à convaincre le jury que j'étais un témoin indigne de confiance, une fille vengeresse et déséquilibrée, alors toute l'affaire pourrait être présentée comme une conspiration personnelle au lieu d'une affaire de justice pénale. Mon passage à la barre fut une vivisection publique. Pendant 3 jours, de la Cuesta m'écorcha vive avec ses questions. Il utilisa ma décennie d'anonymat contre moi. Mademoiselle Alcozé, ou devrais-je dire Elenario, n'est-il pas vrai que vous avez vécu sous une fausse identité pendant 10 ans? Est-ce la conduite d'une victime innocente ou celle de quelqu'un qui prépare une conspiration? Il ressortit mes petits boulots. Vous nous demandez de croire que vous êtes passé de laver des sols à comprendre des schémas complexes de fraude internationale. Ça ressemble davantage à un fantasme d'un esprit rancunier, vous ne croyez pas? Chaque question était une dague enveloppée de soie. Il tenta de présenter la marque sur ma peau comme une automutilation. Il n'y a ni rapports médicaux de l'époque, ni plainte, ni un seul témoin pour corroborer votre histoire fantastique. N'est-il pas plus plausible que vous, dans un accès de dépit envers votre sœur couronnée de succès, vous soyez fait cette blessure pour accuser votre famille? Ce fut une torture, mais le licencié moral m'y avait préparé. Il m'avait fait subir des simulations d'interrogatoire pendant des semaines, en me criant dessus, en m'insultant, jusqu'à ce que j'apprenne à dissocier mes émotions et à ne répondre qu'aux faits. Je répondis à chaque question d'une voix monotone et calme, sans hausser le ton, sans pleurer. Mon calme semblait mettre de la Cuesta encore plus en rage. Dans le couloir du tribunal, pendant une pause, je vis Doña Elvira. Elle était venue de sa retraite sur la côte juste pour être là. Nous ne nous sommes rien dit, nous avons seulement croisé nos regards, et dans ses yeux j'ai vu la force dont j'avais besoin pour continuer. Le procès touchait à sa fin et l'avis du jury semblait partagé. Et alors, de la Cuesta joua sa carte finale. Il appela Regina à témoigner. Ma sœur entra dans la salle comme une Ophélie tragique, vêtue de blanc, le visage pâle et les yeux rougis. Sa performance était digne d'un Oscar. Elle pleura en racontant l'histoire d'une sœur difficile et jalouse, puis lança le mensonge qui faillit me détruire. Elle se couvrit le visage. Ce n'était pas comme elle le dit. Nous étions jeunes, nous expérimentions des choses étranges, des jeux dangereux qu'elle lisait dans des livres. C'est elle me l'a demandé. Elle était obsédée par les pactes de sang, par les marques de loyauté. Elle m'a manipulé, elle m'a convaincu. C'était un jeu horrible qui a mal tourné et je l'ai regretté chaque jour de ma vie. Un souffle collectif parcourut la salle. Le mensonge était si monstrueux, si inconcevable, que, pendant un moment, il paralysa tout le monde. Il transforma ma torture en un acte de perversion partagée. Je vis le doute dans les yeux de 2 jurés. De la Cuesta souriait. Il était sur le point d'avoir gain de cause, mais Moral était prêt. Il se leva avec un calme glacé. Monsieur le juge, le témoignage de mademoiselle Alcozé vient de commettre un parjure, et nous avons la preuve. Nous demandons à présenter la dernière pièce, la preuve Z. Le juge, visiblement intrigué, acquiesça. Moral posa un petit enregistreur numérique sur la barre. Cet audio a été enregistré par une employée domestique la nuit du 23 octobre, il y a 14 ans. Il appuya sur lecture. L'enregistrement était imparfait, mais les voix étaient indiscutables. D'abord, mes cris, étouffés mais déchirants. Puis, la voix de Regina, sifflant avec une clarté terrifiante, « Je t'ai toujours haï, vermine ». Et enfin, la voix glaciale et nette de ma mère, Martha, prononçant la sentence qui résonna dans le silence absolu de la salle d'audience. Ceci est la marque des ordures. Pour que tous sachent ce que tu es vraiment. L'audio s'arrêta. Le bruit du clic sur le bouton stop fut comme un coup de feu. Le mensonge de Regina se désintégra dans l'air. Son visage passa de la tristesse feinte à la haine pure, à visage découvert. Le jury la regardait, non pas avec compassion, mais avec une répulsion totale. Le magicien n'avait plus de tour. Le cirque était enfin terminé. La bande audio fut le coup de grâce. Elle ne pulvérisa pas seulement la dernière once de crédibilité de la défense, elle changea la nature du procès. Il ne s'agissait plus seulement de fraude fiscale, mais d'une monstruosité morale que le jury ne pouvait pas ignorer. Le verdict fut rapide et unanime, coupable de tous les chefs. Les peines furent exemplaires.
Mon père reçut 30 ans. Ma mère, 25. La justice, ou du moins sa version légale, avait été rendue. L'empire Alcozé fut démantelé par les tribunaux, ses actifs liquidés pour payer des dettes et des amendes massives. Le nom qui autrefois inspirait la peur et l'envie était maintenant synonyme de honte. J'aurais dû ressentir de l'euphorie, une libération cathartique, mais à la place, je ressentis un étrange vide. La guerre était finie, l'ennemi avait été vaincu, mais le champ de bataille en moi restait silencieux. Ce fut alors que le véritable vainqueur de la guerre fit son mouvement final. Mon oncle Emilio, qui s'était tenu en retrait pendant le procès, exprimant publiquement sa douleur et sa déception, émergea comme le sauveur. Avec la précision d'un vautour, il commença à racheter les restes de l'empire de mon père. Il acheta les sociétés les plus rentables aux enchères judiciaires, utilisant son image de « bon Alcozé » pour obtenir des prêts et la confiance de nouveaux investisseurs. Il se présenta au monde comme l'homme qui restaurerait l'honneur du nom. Quelques semaines après la sentence, je reçus une invitation officielle pour le rencontrer dans son nouveau bureau. L'adresse m'était douloureusement familière. C'était l'attique de l'immeuble Alcozé, l'ancienne tanière de mon père. L'espace avait été redécoré. Là où il y avait autrefois des bois sombres et une atmosphère oppressante, il y avait maintenant du verre, de l'acier, et une lumière froide et moderne. Mais l'homme qui se tenait près de la baie vitrée, dominant la ville, avait la même silhouette de pouvoir que son prédécesseur. « C'est ironique, tu ne trouves pas ?» dit Emilio sans se retourner. « Ton père a passé sa vie à construire cet empire pour le léguer à Regina et, au final, grâce à toi, il me l'a laissé à moi. » Il se tourna avec un sourire qui n'était pas aimable, mais prédateur. Il me servit un whisky, celui qu'il savait être le préféré de mon père. « Je dois l'admettre, ma nièce. Ton exécution a été plus sanglante que je ne l'avais prévu, mais indéniablement efficace. Tu as dépassé mes attentes. » « Tes attentes ?» demandai-je, le sang se glaçant dans mes veines. « Mais bien sûr, » dit-il en s'asseyant dans le grand fauteuil en cuir. « Tu croyais que tout cela était ton œuvre ? La détermination, la haine, ça, c'était bien à toi, sans aucun doute. Mais les outils, les opportunités, c'est moi qui te les ai fournis. » Il m'expliqua, avec un plaisir sadique, comment il avait tiré les ficelles depuis l'ombre. « Et qui crois-tu qui a anonymement révélé l'endroit où se trouvait le licencié Moral à ton journaliste ? Moral était un chien enragé, il ne fallait que quelqu'un pour lui retirer la muselière. Et Ricardo Vega ? Un homme consumé par la rancœur est un instrument merveilleux. Il avait seulement besoin d'un petit coup de pouce financier anonyme pour oser te parler. » Il continua en savourant chaque mot. « Ton père était devenu un poids mort. Son arrogance était une faiblesse. Sa cruauté, pas subtile non plus. Je savais que son empire était pourri de l'intérieur. Il ne manquait qu'une personne pour allumer la mèche. Et alors tu es apparu, Lucia, une arme parfaite forgée dans le feu de sa propre brutalité. Ta vengeance a été mon coup d'état. Le sol sembla disparaître sous mes pieds. Chaque pas que j'avais fait, chaque décision que j'avais prise, en croyant que j'étais maîtresse de mon destin, je marchais en fait sur un chemin qu'il avait tracé pour moi. Je n'étais pas la joueuse d'échecs que je croyais être. J'étais la pièce de sacrifice qu'on lance au cœur de la bataille pour que le vrai roi puisse prendre le trône. « Nous y voilà donc, » dit-il en levantant son verre. « Tu as ta vengeance. Tes parents sont là où ils méritent d'être et moi, j'ai le prix. Un résultat satisfaisant pour tout le monde, je dirais. La victoire que je croyais mienne s'est dissoute, révélant le visage cynique de la manipulation. J'avais détruit un monstre, oui, mais seulement pour ouvrir la voie à un autre, plus intelligent, plus patient et, au final, plus dangereux. Je me suis rendu compte que la guerre n'était pas terminée, elle avait simplement changé de main. La révélation de mon oncle ne m'a pas brisé, elle m'a endurci. C'était la dernière couche de mon ancienne naïveté qui tombait, laissant à nu le noyau d'acier qui s'était formé en moi pendant une décennie d'exil. J'ai regardé l'homme assis sur le trône de mon père, non pas avec de la colère, mais avec une clarté glacée. J'ai vu l'échiquier pour la première fois dans son ensemble et j'ai compris que, même s'il avait déplacé les pièces, c'est moi qui avais donné le mat. Lui était un opportuniste. Moi, j'étais la stratège. « Tu te trompes sur un point, oncle » ai-je dit, ma voix si calme qu'elle l'a forcé à se pencher pour écouter. Je n'ai pas reçu ma vengeance, je l'ai prise. Chaque information, chaque plan, chaque nuit sans dormir étaient les miens. Toi, tu t'es juste assis dans l'ombre en attendant que je fasse le sale boulot.
Tu es un charognard, pas un roi. Une étincelle de surprise, et peut-être de respect, est apparue dans ses yeux. Tu as le feu de ton père, admit-il. Mais tu as une intelligence qu'il n'a jamais eue. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici, pas pour me vanter, mais pour te faire une proposition d'affaires. Il se leva et marcha autour de moi comme un loup qui étudie sa proie. Ce nouvel empire que je construis a besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'obscurité, qui comprend que le pouvoir ne se demande pas, il s'arrache. Oublie le sang, oublie le passé, pense à ça comme à une fusion. Ta brillance tactique, ma vision stratégique. Ensemble, nous n'aurions aucune limite. Le nom Alcosé redeviendrait le plus puissant du pays, mais cette fois de manière plus intelligente, plus subtile. L'offre était un serpent de soie qui glissait dans la pièce. C'était la tentation suprême, le pouvoir, l'acceptation. La chance de m'asseoir sur le trône que je sentais avoir gagné par droit de conquête et non de sang. Je pouvais devenir tout ce que ma famille méprisait en moi et utiliser ce pouvoir pour que plus jamais personne ne me fasse du mal. Une partie de moi, celle forgée dans la douleur et l'humiliation, criait d'accepter. « Prends ce qui est à toi », chuchotait-elle. « Deviens le monstre qu'ils craignent. » Mais alors un autre souvenir est revenu. L'image de Donia Elvira me donnant ses économies avec des mains tremblantes. L'inscription sur la montre de Madame Benitez. Les larmes silencieuses du jury en entendant la cassette. Ces fragments de décence, de justice, étaient ma boussole. Et elle pointait loin de ce trône. C'est une offre tentante, ai-je admis en marchant vers la porte. Mais tu as raison sur un point. Je suis comme mon père, et il n'a jamais partagé son pouvoir. Moi non plus. Je fis une pause, la main sur la poignée. Profite de ton royaume volé, oncle. Mais dors avec un œil ouvert. Tu as prouvé que, dans cette famille, les trônes ne sont pas permanents. Je suis sorti de son bureau, laissant derrière moi un silence tendu. Je savais que je m'étais fait un nouvel et puissant ennemi, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. J'avais un but. L'argent qui me revenait de la liquidation des biens de mes parents était une fortune tachée de sang. Le licencié moral s'est chargé de le placer dans une fiducie aveugle et complexe. Avec une partie de ce capital, j'ai fondé mon organisation. Le fonds Faire et Mémoire est né dans un bureau anonyme avec une équipe soigneusement sélectionnée. J'ai embauché une ex-analyste du renseignement militaire, experte pour trouver l'information qui ne voulait pas être trouvée. J'ai recruté un hacker éthique qui pouvait danser à travers les pare-feux comme s'il n'existait pas, et j'ai gardé Moral comme mon conseiller juridique, son cynisme désormais affûté et concentré. Notre première mission fut petite, presque un test. Un industriel du textile exploitait ses travailleurs et avait fait taire les syndicats par des menaces. Nous ne sommes pas allés au tribunal, nous sommes allés chercher ses secrets. Nous avons trouvé son évasion fiscale, sa maîtresse, les preuves qu'il rejetait des produits chimiques dans une rivière locale. Nous avons filtré l'information anonymement à 3 journalistes différents et à un concurrent ambitieux. En 6 mois, l'industriel était en faillite et poursuivi pénalement. Je n'ai pas ressenti de joie, j'ai ressenti de l'efficacité. J'avais trouvé ma vocation. Je ne pouvais pas effacer ma cicatrice, mais je pouvais l'utiliser comme un emblème. Je deviendrais la terreur silencieuse des hommes qui se croyaient Dieu, de ceux qui laissent des cicatrices sur le monde et pensent que personne ne leur présentera la note. Ce n'était pas la justice, c'était l'équilibre. Les années qui suivirent la chute de ma famille ne m'apportèrent pas la paix, mais un autre type de guerre, plus silencieuse et permanente. Ma vie est devenue une série de batailles menées depuis l'ombre, à travers des écrans d'ordinateur et des comptes bancaires chiffrés. Le fonds Faire et Mémoire est devenu une légende urbaine dans les cercles du pouvoir, un ange vengeur anonyme qui abattait les corrompus et les intouchables. Personne ne savait que derrière cette légende se trouvait une femme avec une cicatrice sur la hanche. La solitude est devenue ma compagne constante. C'était un prix que je payais volontiers pour ma sécurité et mon efficacité. Le licencié moral était mon seul contact régulier avec le monde, une ancre avec mon passé et un partenaire dans mon présent. Nous nous retrouvions une fois par mois dans des cantinas discrètes, non pas pour parler du passé, mais pour planifier l'avenir, en déplaçant les pièces sur notre échiquier global. Donia Elvira est décédée paisiblement 2 ans après la sentence. Je suis allé à ses funérailles incognito, observant de loin pendant qu'on l'enterrait dans le petit cimetière face à la mer. Elle avait été ma seule vraie figure maternelle, et sa mort a coupé le dernier lien avec l'enfant que j'avais été. Un jour, poussé par une curiosité morbide, j'ai décidé de rendre visite à Regina.
5 années avaient passé. Je l'ai trouvée dans les jardins de l'institution psychiatrique, un endroit d'une beauté trompeuse. Elle était assise sur un banc, en train de tricoter. Le feu avait complètement quitté ses yeux, remplacé par un brouillard de médicaments et de résignation. Elle semblait être une poupée brisée, abandonnée après la fin du jeu. Je me suis assise à côté de lui. Plusieurs minutes passèrent avant qu'elle ne lève les yeux. Elle m'a regardé sans me reconnaître au début. Puis ses pupilles se sont dilatées. Il n'y eut ni haine ni peur, seulement une fatigue infinie. « Toi » dit-elle, sa voix était un chuchotement sec. « Moi » ai-je répondu. Je voulais lui poser beaucoup de questions. Je voulais lui crier dessus, mais en la voyant là, si vide, si vaincue, les questions me semblèrent inutiles. Il n'en restait qu'une. « Pourquoi » lui ai-je demandé. Je ne l'ai jamais compris. Tu avais tout. Pourquoi la haine ? Elle posa l'aiguille à tricoter. Elle regarda vers les arbres comme si la réponse était écrite sur les feuilles. Parce qu'il t'a vu, murmura-t-elle. Quoi ? Un après-midi à la bibliothèque. Nous avions environ 8 ans. Tu lisais et tu as ri. Un vrai rire, de petite fille. Et papa qui ne te regardait jamais, a levé les yeux de son journal. Il t'a souri. Il s'est tourné pour me regarder et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une fissure dans son masque, une vision de l'enfant blessé qu'il y avait en lui. Ce n'était pas un sourire de politesse, c'était un vrai sourire. Il a duré une seconde et, dans cette seconde, il t'a vu, toi. Et moi qui passais toute ma vie à danser pour lui, à jouer pour lui, dans cette seconde, je n'existais pas. Et je l'ai su. J'ai su que tant que tu existerais, une partie de lui ne serait jamais complètement à moi. La réponse était si simple, si enfantine et si monstrueuse qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas pour l'héritage, c'était pour un sourire volé un après-midi d'enfance. Toute la tragédie de nos vies, toute la douleur se réduisait à ça. Je me suis levé et je suis parti. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Cette nuit-là, dans mon penthouse qui domine la ville, le silence était un océan. Sur mon bureau, il y avait un rapport. Notre dernier projet, un politicien qui trafiquait l'aide humanitaire. Le rapport détaillait comment nous avions ruiné sa carrière et assuré sa mise en accusation. Je l'ai refermé. Je n'ai rien ressenti, seulement la froide satisfaction d'une équation résolue. Je me suis approché de l'immense bail vitré. La ville s'étendait à mes pieds, une galaxie de lumière clignotante. J'ai vu mon reflet superposé au paysage urbain, une silhouette solitaire dans une tour de verre. C'était l'image de la réussite, du pouvoir, de la victoire, mais je me sentais comme un fantôme errant sur la scène d'un crime. Instinctivement, ma main est allée à ma hanche, au-dessus du tissu de la robe. Je pouvais sentir le contour de la cicatrice, la carte de ma création. J'avais passé ma vie d'adulte à me battre contre les monstres qui m'avaient créé. Je les avais tous vaincus. Mon père se consumait dans une cellule. Ma mère avait perdu la raison. Ma sœur n'était plus qu'un écho dans un hôpital. Mon oncle me craignait. J'avais gagné. Mais en regardant mon propre reflet dans l'obscurité, une question glacée a glissé dans mon esprit. Une question que je me pose chaque matin depuis. J'ai détruit tous les monstres de mon passé. Maintenant, en me regardant dans le miroir, la seule question qui me restait, ont-ils laissé un trône vide ?